Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous d'être présents ici ce soir. C'est un honneur pour nous d'accueillir Marc Bonan pour cette soirée exceptionnelle. Je voudrais avant toute chose très rapidement remercier toutes les personnes qui ont permis cette soirée et aussi signaler la présence parmi nous des héritiers, des descendants de la famille de Sade. Et leur présence nous fait vraiment plaisir et je pense qu'on peut déjà les applaudir. Avant les mots de Marc Bonan, j'ai maintenant l'immense plaisir d'accueillir Maître Bertrand Perrier et Maître Antoine V qui vont introduire cette soirée. Maître, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir de dire quelques mots. Je sais que chaque mot que nous dirons est une minute volée à Marc Bonan, donc rassurez-vous, ça durera quelques secondes. Nous avons demandé avant cette soirée s'il était possible de mettre en fond d'écran, ça n'était pas possible, un panneau interdit aux moins de 18 ans. Parce que, à tous égards, cette soirée est une soirée un peu exceptionnelle pour Sciences Po. Et on va y parler de sexe, c'est pas ça qui est exceptionnel, puisque c'est un sujet qui vous préoccupe de façon quotidienne, mais c'est Marc Bonan qui va en parler. Et quand Marc Bonan parle de sexe, ça prend une dimension tout autre. Et vous, mesdames, ce sera une première fois délicieuse pour vous, de la même façon que pour moi, lorsque j'ai entendu pour la première fois le bâtonnier Marc Bonan. C'est une expérience extraordinaire en soi d'entendre pour la première fois le bâtonnier Marc Bonan. Un petit sas de décompression, Marc Bonan, c'est un peu l'anti-Sciences Po. Donc il faut que à la fois vous éteigniez vos téléphones portables et que vous allumiez vos esprits. Et Marc Bonan va tenir des propos que vous n'avez pas beaucoup l'habitude d'entendre. Il faut un certain courage pour être là. Donc vous allez entendre des propos sexistes, vous allez entendre des propos contre la gauche, contre la solidarité, contre l'égalité, enfin toutes les valeurs qui polluent l'enseignement que vous recevez ici. Et donc je vous mets en garde, il y a une sorte de sas de décompression pour écouter Marc Bonan, ce qui est une expérience très singulière. Oui, j'ai l'impression d'être une forme d'hydre bicéphale. Il faut qu'il y ait forcément deux têtes à toute présentation. Et j'ai l'impression qu'on est devenu une forme de duo comique. Il y a Charlie et Charlot et il y a Maître Bertrand Perrier et Maître Antoine V. Je ne sais pas vraiment quelle est la raison de notre présence actuellement sur scène et je ne sais pas véritablement quel est l'enjeu de tout ça, si ce n'est probablement d'introduire cette soirée à laquelle il est difficile il est difficile de vous dire ce qui va se passer puisque nous n'en savons rien. Je dis un mot seulement. À chaque fois que je suis venu ici, quand j'étais étudiant, et puis pour la première fois où Marc Bonan est venu à Sciences Po, j'en garde un souvenir très important parce que, évidemment, vous allez vous amuser, vous instruire, et vous pouvez aussi essayer de chercher un sens. Je me souviens que je suis devenu un modeste avocat parce que j'avais entendu pour la première fois un discours de Marc Bonan. Alors peut-être parmi vous y aura-t-il des vocations et peut-être même que les idées qui seront contraires aux vôtres qu'il développera vont faire naître un petit peu d'action et c'est ce que nous allons voir ce soir, l'action par les mots. Voilà. Je vous prie de réserver le meilleur accueil au bâtonnier Marc Bonan. Merci. Merci infiniment de cet accueil. Il y avait naturellement de la perversité dans les propos d'Antoine V et de Bertrand Perrier, parce qu'en vous annonçant avec tant de superlatifs ce que j'aurais à faire, je ne peux que décevoir une attente aussitôt qu'elle a été formulée. Ensuite, la deuxième précaution que je veux prendre, avant d'aborder le sujet, c'est qu'il n'est pas exclu que j'ai une sensibilité plutôt droitière. Je crois obstinément être né au XVIIe. Je ne comprends pas très bien que le monde ait changé depuis lors. Je l'accueille avec réticence et en pratiquant la solitude que je confonds avec une supériorité. Cela dit,
On m'a instruit pendant que j'étais dans ce couloir d'attente. On m'a dit que vous êtes des intelligences très vives, vous êtes la promesse de l'aurore, celle de l'aube, que vous êtes plutôt de gauche, que vous avez plutôt une sensibilité égalitaire, que vous ne considérez pas que le socialisme est le pire des maux, et que je dois tenir compte de cela. Il y a une autre chose dont je dois tenir compte, c'est le temps de parole. Parce que, paraît-il, vous avez des syndicats, ce qui, pour un Suisse, est une rencontre du troisième type. J'ai d'ailleurs demandé à en rencontrer un pour pouvoir le toucher, pour savoir si un syndicaliste, ça existe, et qu'eux ne badinent pas avec le temps, puisque c'est jeudi soir, et je crois que c'est le début de votre week-end, des RTT et de ces ponts qui font votre récompense de travailleurs acharnés. Mesdames et messieurs, le marquis de Sade. Faire son procès, c'est à la fois faire son procès entume et posthume, celui de l'homme, celui de l'œuvre. C'est aussi, parce que le XXe siècle s'en est beaucoup chargé, faire une sorte de procès en canonisation. Il vous faut savoir, et j'essaierai de développer cela, que Sade, de réprouvé qu'il était de son temps, qui a passé 27 ans ou 28 ans de sa vie en prison, de la Bastille à Vincennes, à Charenton, au Fort Miolans, à Picpus, aux Madelonnettes. Sade, qui a passé donc près de 30 ans de sa vie d'adulte en prison, a été longtemps méconnu. Le XIXe siècle l'a peu connu, pour des raisons qui tiennent à la publication de son œuvre dont je vous parlerai. Le XXe siècle l'a exalté, trouvant en lui la source de 1000 choses. D'abord, le fondateur de la modernité, le fondateur de la psychanalyse avant Freud, le premier à avoir fait le recensement en tant qu'encyclopédiste de toutes les pathologies et névroses sexuelles possibles. On l'a considéré comme révolutionnaire, on l'a considéré même comme humaniste, on l'a considéré comme fondateur de l'athéisme, et chose qui vous étonnera peut-être, lorsque je vous aurai parlé, on a considéré qu'il était une grande figure du féminisme. Ça, c'était le XXe siècle, qui a pris Sade très au sérieux. Et maintenant, par une sorte de jeu d'alternance que l'histoire connaît souvent, commence le procès des procès, la remise en cause de l'exaltation. Et vous avez notamment un philosophe qui est assez connu chez vous, et même dans ma province reculée, qui est Michel Onfray, qui a écrit récemment un brûlot sur Sade, ou la culture de la cruauté ou de la méchanceté. Et au fond, le débat qui est posé, est-ce que Sade est un avant-gardiste? Est-ce qu'il est fondateur de notre modernité? Ou est-ce qu'il est le dernier penseur féodal? Voilà à peu près le débat des procès qui lui ont été faits par le XXe, par ce siècle que nous vivons. Et quand je vous disais qu'il fallait aborder les procès entumes et posthumes, c'est parce que Sade a fait l'objet de son vivant de procès, beaucoup moins qu'après sa mort, parce qu'après sa mort, son œuvre a fécondé toute l'intelligence française. Le XXe siècle, de Lacan à Solers, je ne suis pas dans la chronologie, de Simone de Beauvoir à Foucault, bien sûr, tout ce que votre peuple compte d'intelligence, et elle est abondante, s'est penché sur Sade. Les structuralistes se sont penchés sur Sade, les psychanalystes se sont penchés sur Sade, et chacun a trouvé dans l'œuvre éparse et puis rassemblée du marquis de Sade de quoi alimenter théorie, vision du monde, désordre singulier, réponse à l'énigme et à la contradiction de l'homme. Certains pensent même que Sade est un grand philosophe. Allons voir de plus près tout cela, si vous le voulez bien. Et peut-être une manière de vous raconter cette histoire, c'est de commencer par deux récits d'apparence inorthodoxe. Je vais vous raconter l'histoire d'un crâne et je vais vous raconter l'histoire d'un olysbos. Pour ceux d'entre vous qui, par exception, n'auraient pas fait du grec et du latin, l'olysbos, c'est le nom que les anciens donnaient
au godemichet. Peut-être, mademoiselle, ça vous est plus familier. Aujourd'hui, c'est un sextoy. Mais à l'époque, ça s'appelait un olisbos. Le crâne, ça s'appelle toujours un crâne. Alors, je vais vous raconter mon histoire de godemichet, en rappelant aussi que l'étymologie importe. Godemichet, c'est l'impératif gaudémii, fais-moi plaisir. Et pourquoi je vais vous raconter cette histoire? Parce que nous sommes en 1784, Sade est à la Bastille, où il est par lettre de cachet depuis 1977, sauf erreur. Une lettre de cachet qui avait été obtenue par la mère de sa femme, par sa belle-mère, une marquise de Montreuil, de noblesse récente, noblesse de robe, qui avait beaucoup intrigué pour que sa fille épousât un marquis dont les ancêtres remontaient en tout cas au XIIIe, au XIVe siècle, qui avait dans sa famille des personnages infiniment glorieux, et notamment la fameuse Laure qu'avait exaltée Pétrarque. Donc noblesse d'épée contre noblesse de robe. Manifestement, les Montreuil étaient des parvenus vus par Sade, mais la dot, vue de dot, René Pélagie, marquait un certain intérêt. Simplement, Madame de Montreuil, après avoir couvert les frasques de son gendre, avoir trouvé que ces indisciplines charnelles étaient le signe d'une joyeuse vitalité qui sied à l'homme, a considéré qu'il y avait peut-être du désordre quand Monsieur le marquis de Sade est parti non pas avec sa femme, mais avec sa belle-sœur, donc l'autre fille, la chanoinesse de Launay, créant ainsi un grand désordre familial, brouillant un peu la génétique et les hérédités. Et donc elle a conçu une grande haine à l'égard du gendre qu'elle avait tant aimé. Elle obtient, parce que son mari était aide à la Cour des comptes, avait une position quasi ministérielle, une lettre de cachet qui vaudra à Sade 13 ans de sa détention. La deuxième longue détention de Sade, c'est celle voulue par Bonaparte, et qui, après avoir lu des livres, considérait que l'offense qui était faite à l'être suprême, héritée un peu de votre révolution, l'offense faite à la morale. Nous commençons le XIXe siècle, qui sera un siècle de morale profonde, religieuse et de bonnes mœurs. Le bête XIXe siècle, comme disait Léon Daudet. Bonaparte n'aimait pas du tout les écrits subversifs du marquis de Sade, et il l'a envoyé à Charenton, où il mourra il y a 200 ans, après 13 ans, là aussi, de détention. Alors, l'histoire de mon godemichet, pourquoi ? Parce que du temps où il était à la Bastille, Sade a écrit son œuvre majeure. Ce sont les 120 journées de Sodome. Il écrit comme on pouvait écrire à la Bastille, sur quelques papiers épars, parfois sur des tablettes. Il écrivait parfois avec de l'encre, parfois avec du sang, parfois même, a-t-on dit, avec des excréments. Il écrivait comme il le pouvait. Il a consigné 600 passions. J'évoquerai certaines d'entre elles, uniquement pour réchauffer vos sens. Il a évoqué 600 passions. Il a fait le catalogue des perversités psychosexuelles possibles. Et puis, en quelques jours, par une sorte d'intuition, il décide de rassembler tout cela, et il rassemble ses feuillets épars sur un rouleau que j'ai vu, parce qu'il était exposé à la Bonne Mariana à Genève, un rouleau de plus de 12 mètres de long, où on a l'écriture du marquis de Sade, recto verso, de 11 ou 12 cm de large, où il a consigné les 120 jours de Sodome. Il se trouve qu'il craignait qu'il n'arrive à malheur à cet écrit fondamental et qu'il décide de le cacher. Les entrailles des murs ne le permettaient pas. Il écrivait donc à René Pélagie, sa femme, qui était de ce temps-là sa complice, aimante, femme ayant au plus haut point le sens de l'homme, c'est-à-dire le goût de la dévotion et le sens du culte, un modèle révolu sans doute, mais René Pélagie, disais-je, malgré les frasques de son mari, où elle voyait encore des signes de vitalité dont elle avait à se réjouir, consent à servir presque tous ses caprices. Et nous avons dans la correspondance retrouvée du marquis à René Pélagie une lettre de commande où elle lui commande ce que j'appelais tout à l'heure
Je regarde d'ailleurs, mademoiselle, parce que votre innocence me trouble. Ce qui, j'appelais tout à l'heure un godemichet, c'est-à-dire une oblongue capsule de dimension très envieuse, dans lequel le marquis a mis son rouleau. Et ce rouleau, il l'a caché tant bien que mal dans les interstices des murs. Vous avez donc l'œuvre majeure du marquis de Sade dans un rouleau qui est un godemichet caché dans les murs de la Bastille. Cela se passe en 1784. Ensuite vient la fiction, et c'est rattaché à mon rouleau, du Sade révolutionnaire. Il est vrai que une douzaine de jours avant la Révolution, Sade, dans des tuyaux singuliers, appelle à ce qu'on le libère. C'est une sorte de hurlement au peuple, à qui peut l'entendre, en disant « Ici, on égorge des prisonniers ». Par une chronologie un peu malmenée, on a considéré que c'était un appel à la Révolution et que le peuple de France, dans ce mouvement spontané de petits bourgeois lourd de ressentir, a été mis en œuvre par le marquis de Sade. Il n'en est rien. Le 14 juillet, Sade n'était plus à la Bastille, il était déjà ou à Picpus ou à Charenton, mais est née cette légende de Sade hurlant au peuple qu'il fallait libérer les damnés de la terre. Au fond, Sade émancipateur, Sade libertaire plus que libertin, Sade comme au fond, par antonomase, la figure de la liberté, parce qu'il est vrai qu'il a résisté à toutes les tyrannies, à tous les régimes, il a été rebelle et incarcéré sous l'Ancien Régime, sous la Révolution, sous le Directoire, sous l'Empire encore. Ce qui a fait au fond de lui la figure aimée de la victime et non pas du bourreau. Aussi parce que les bourreaux ne parlent pas, les victimes parlent. Et Sade a infiniment parlé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup, beaucoup écrit. Et les structuralistes, notamment, qui lui ont désigné ce rôle et cette dignité de victime, l'ont déduit du fait qu'il discourait. Et que le discours, c'est ce par quoi l'homme se retranche de l'acte, soit parce qu'il se l'interdit, soit parce qu'il est impossible. Et beaucoup de penser que la fécondité de Sade, qui a beaucoup, beaucoup écrit, même si ses œuvres ne sont qu'éparses à nous être venues, que cette fécondité sont dues précisément à sa détention. Il y a une phrase de Sade qui m'a toujours intrigué. Il disait « Dans ma vie, les entr'actes ont été trop longs ». Début de ses mémoires. Que vise-t-on par entr'acte ? Est-ce qu'il visait par là les moments de liberté ou il visait par là ces 26 années de détention? Certains pensent qu'à vrai dire, les entr'actes qu'il déplorait étaient ces moments de liberté. Parce que quand bien même il fut enfermé, sous tous les régimes, je vous le disais, et dans toutes les prisons, Apollinaire pourra dire de lui qu'il a été le plus libre des hommes. La liberté que l'on acquiert précisément lorsque l'on n'a pas à affronter la souillure de la vie, l'encombrement des autres, cette liberté que seuls les solitaires qui aiment les chemins escarpés, les lieux où l'air est rare, pour qui l'autre n'a pas de majuscule, n'est pas hypostasié comme il l'est par vos contemporains. L'autre est mon dissemblable, et c'est par un acte de volonté que je le veux, mon frère. Donc Sade a probablement préféré l'étonnante liberté de son emprisonnement à l'incarcération de la vie dans sa part sociale. Il a inventé un mot que l'on trouve 3 fois dans la philosophie dans le boudoir, c'est l'isolisme. L'isolisme, ce n'est pas le solipsisme, comme vous le savez. On n'en trouve pas d'autres occurrences chez d'autres écrivains. Baudelaire probablement avait lu Sade et en parle, je crois, dans Mon cœur mis à nu. L'isolisme, c'est une philosophie. C'est ce par quoi l'homme dit 2 choses.
Seule la nature importe, ni Dieu, ni maître. C'est au fond la loi de la cruauté, mais qui n'est pas jugée la loi de la cruauté. Il y a entre Rousseau et Sade, vous pardonnez cette parenthèse, quelque chose de très intéressant. Tous les deux exaltaient la nature. Et Rousseau, auteur que je hais de tous les fibres de mon corps, et je vous expliquerai un autre jour ma haine de Rousseau, mais notamment parce qu'il est l'auteur de l'Émile, c'est-à-dire le bréviaire de l'ignorance, qu'il est l'auteur du contrat social, qui préfigure Babeuf et le communisme, qu'il était manifestement de gauche, qu'il était un homosexuel refoulé et triste, au lieu de l'être de manière triomphante et gaie, pour signer la diversité des mœurs. Enfin, Rousseau aimait la nature. Il avait imaginé, par une sorte d'anthropologie renversée, une nature parfaite, que la civilisation corrompait. L'homme est né bon, la société le corrompt. Vous vous souvenez de son discours sur l'inégalité. Sade pensait aussi que la société corrompt la nature, mais pas une nature bonne, une nature cruelle. Donc tous les deux remontent, tous les deux en amont, vont chercher dans la nature de quoi fonder une philosophie. Tous les deux dénoncent la société ou le temps qui corrompt. Mais pour Sade, ce qui est corrompu, c'est le principe premier, celui de la cruauté et du rapport de force. L'homme, un loup pour l'homme, tandis que pour Rousseau, édénique, adamique, tendre, très, très féminin dans son axiologie, le tort de la civilisation, c'est de corrompre une bonté originelle. Donc on peut dire de l'un comme de l'autre qu'ils sont des penseurs de la nature, parce que leur transcendance est la loi de la nature. Simplement, la vision qu'ils ont de la nature est totalement contrastée, plus lucide. Sade considère que notre nature est damnée, en quoi il est un grand catholique, qu'il y a un péché originel qu'aucun sacrifice, même christique, ne réparera jamais, que notre partition est une partition de perdition, que seul le malheur nous est promis tous les jours jusqu'à la fin des temps et la fin des jours. Il y a du Joseph de Maistre dans cette pensée-là, il y a du pessimisme tragique, il y a le sens tragique de la vie, pas au sens nietzschéen, puisque Nietzsche voulait que l'on fût joyeux du malheur, que l'on acceptât la vie par une sorte d'amor fati, inconditionnellement, le bonheur étant une vulgarité réservée à la plupart. Sade avait cette vision tragique de l'homme. Elle considérait qu'hélas, les rapports sociaux qui apportent de la civilité, et nous sommes au XVIIIe siècle, le temps de la civilité et de l'urbanité, étaient des rapports sociaux corrupteurs. Rousseau, à l'inverse, croyait au sauvage premier, l'homme à quatre pattes dont parlait Baudelaire, et il s'est donné beaucoup de mal pour exalter cette figure qui relève plus de la mythologie, c'est-à-dire du besoin frustré des hommes qui s'inventent un passé et des dieux, que du constat anthropologique. Voilà un contraste par rapport à la nature. Mais revenons à mon Godemiché, mademoiselle. Arrive la prise de la Bastille. Grand désordre, qui sans aucun doute a encore quelques résonances dans vos âmes, et dont je vous parlerai volontiers un autre jour. Mais la prise de la Bastille. Dans les décombres de la Bastille, un certain Saint-Maximin trouve cette oblongue capsule, cet étrange rouleau, dont il ne comprend pas très bien ce qu'il contient. Il doit le vendre sans très bien savoir que c'est l'œuvre majeure du marquis Donatien Aldonze, mais on dit Alphonse à la suite d'une erreur à l'état civil de Sade, qui, l'ayant perdu, dira « j'ai pleuré des larmes de sang ». Alors, ce Saint-Maximin ou de Saint-Maximin le vend, le prête, le donne, le perd, et pendant 150 ans, on a perdu le rouleau. Il se retrouve de manière étonnante
en Allemagne, dans les mains d'un certain Eugène Bloch, et qui écrivait sous le nom de Duren, et qui publie une édition très fautive des 120 jours. Et puis, pour raccourcir tout de même l'histoire, il y a un personnage majeur qui est Maurice Heine, qui en 1900, enfin, d'abord Apollinaire en 1909, dans la bibliothèque des Curieux, dans une collection qui s'appelle l'Anthologie de l'amour, publie quelques passages aseptisés des 120 jours, puis viendra Maurice Heine, la famille de Noailles qui achètera le manuscrit, puis il lui sera volé, il se retrouve au bout de quelques temps dans des mains presque genevoises, la famille Nordmann, qui l'expose. Il y a une querelle juridique avec la France, parce que vous considérez que c'est votre patrimoine national et que ça a été acquis dans des conditions douteuses. Nous avons été jusqu'à la Cour suprême et nous avons gagné. Donc les Nordmann contre les Noailles. Les Nordmann étaient propriétaires du manuscrit. En France, un même procès se déroule, et vous serez à peine étonnés, nous perdons, parce que la France considère que le manuscrit appartient aux Noailles. Un beau problème pour les étudiants en droit que vous êtes. Contrariété des jugements, souveraineté nationale. Le rouleau ne peut plus quitter la Suisse. Et puis des négociations interviennent, et un certain L'Héritier, qui joue un certain rôle sulfureux dans l'édition parisienne, l'achète, je crois, pour 6 millions d'euros. Il est donc provisoirement chez vous, sauf si les créanciers de M. L'Héritier le saisissent, le vendent aux enchères, dans quel cas les Suisses l'achèteront, et il reviendra chez moi. Tout ça pour vous dire que ce rouleau, qui est l'œuvre majeure du marquis de Sade, a connu cet étrange parcours. Et pourquoi est-ce que c'est l'œuvre majeure? Pourquoi le marquis pleure des larmes de sang? Parce qu'il fait dans ses 120 journées de 120 jours de Sodome le catalogue de toutes les passions humaines, de toutes les perversités humaines. Gardez à l'esprit que ce catalogue, c'est 4 journées. Chaque journée, c'est 4 récitantes, des maquerelles, qui chacune énonce 150 passions. Les premières sont les passions simples, puis ce sont les passions doubles, puis les passions criminelles, enfin les passions meurtrières. Il y a une sorte de gradation dans l'horreur, sans aucun doute, dans l'imagination, probablement. Et on a tenté des représentations figurées de ces 120 jours. Votre génération a peut-être vu le film de Pier Paolo Pasolini, Les 120 jours de Sodome, qui est une très mauvaise représentation d'un livre unique. Et pourquoi? Parce que tout a son idéologie singulière. Pasolini, qui par ailleurs est un immense artiste, a voulu, comme d'autres, comme Adorno, comme Léris, comme paradoxalement ou étonnamment Camus dans L'homme révolté, comme Hannah Arendt, voir dans les 120 jours la préfiguration d'un totalitarisme. Et donc Pasolini place les 120 jours dans la République de Salo, où sont réfugiés les derniers fascistes italiens, et les personnages qu'il met en scène, ce sont les 4 pouvoirs. Il y a le duc de Blandis, qui incarne la verticalité de l'aristocratie. Il y a un financier. Il y a un homme d'église, un cardinal bien sûr, et un 4e personnage dont l'identité me reviendra. Vous savez, de temps en temps, je feins de ne plus m'y retrouver. C'est ce par quoi j'humanise mon talent. On m'a souvent été dit que la perfection a quelque chose de lassant, que ça peut provoquer chez vous du ressentiment ou de la lassitude, et que donc si de temps en temps je peux rater une liaison, être maladroit dans la concordance des temps, feindre de rechercher un nom que je connais parfaitement, il tarde un peu à venir mais je sens son galop lointain, peu importe, un 4e personnage qui incarne aussi le pouvoir. Et ces 4 personnages ont raflé quelques jeunes gens de 15 ans, qu'ils initient, sous la contrainte bien sûr, à tous les plaisirs de la chair et toutes les perversions de la chair, en ayant annoncé à ces 105 ans, à ces quelques jeunes gens et jeunes filles, que la mort était naturellement
l'acte ultime de l'amour. Eros et Thanatos, naturellement, Freud s'en réjouira infiniment, et on verra ensuite l'interprétation freudienne de l'œuvre du Marquis de Sade. Tout ça pour vous dire que ce livre ne présente pas un véritable intérêt, parce que c'est ce à quoi on a dit que Sade était un encyclopédiste, parce qu'il fait, dans la tradition d'Alembert et de Diderot, le catalogue. Il essaye d'être exhaustif dans l'énoncé des passions humaines, mais seules les passions simples sont énoncées par la Duclos. Donc les 3 dernières périodes, celles des passions criminelles, doubles, criminelles et meurtrières, ne sont qu'esquissées. Ça ne se lit pas agréablement. Et je vais vous raconter ma première ou mes diverses rencontres avec Sade. J'ai eu 16 ans, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'était au siècle dernier, pas avant, pas tout de suite après la chute de l'Empire romain. Non, c'était au siècle dernier. Et mon père, protestant, avait une bibliothèque. À ma grande surprise, à 16 ans, ayant la curiosité de la bibliothèque de mon père, je vois qu'il y a des livres du second rayon, ce qu'on appelle désormais l'enfer des bibliothèques. Et derrière, des commentaires infinis de Calvin, nous étions hélas protestants, derrière des commentaires infinis de Calvin, je trouve l'œuvre de Sade. Mais pas uniquement celle de Sade, celle de Laclos, celle de Restif de la Bretonne, le Temple de Cnide de Montesquieu, la Pucelle d'Orléans de Voltaire, au fond, le XVIIIe siècle libertin. Et le hasard veut que le premier livre que je lise, c'est Justine ou les malheurs de la vertu. Plutôt Justine ou les infortunes de la vertu. C'est la version soft, écrite elle aussi à la Bastille. Et beaucoup plus tard, m'intéressant à Sade, j'ai lu que qui lit Sade sans pouvoir le finir est un névrosé. Celui qui lit Sade, le finit et en a du plaisir, est un psychopathe. Vous dirais-je, si je suis névrosé ou psychopathe, j'avais 16 ans, c'était il y a très très longtemps. Ma deuxième rencontre avec Sade, je la fais quelques années plus tard, lorsque m'intéressant à la liberté d'expression, et donc à la censure, et notamment la censure du XVIIIe siècle, la censure de l'ère que l'on disait des Lumières, où je vous rappelle que quelques années avant que Sade ne fit paraître Justine ou les malheurs de la vertu, on faisait brûler le Chevalier de la Barre, que Voltaire défendra, uniquement parce qu'il ne s'était pas découvert sur le passage d'une nuée de capucins, et parce qu'on avait trouvé les lettres philosophiques de Voltaire parmi d'autres livres licencieux chez lui. Donc, nous sommes dans le temps des Lumières, mais avec de très lourdes obscurités. Et je m'intéressais à la censure, je me suis donc intéressé à Sade et à la plaidoirie que va prononcer Maître Garçon, défendant les éditions Pauvert en 1953, sauf erreur. Et mon étonnement, le sujet d'une certaine actualité, c'est Maître Garçon était un immense avocat, bien sûr, une des grandes figures de la barre, mais la pauvreté de l'argumentaire. Il plaidait ce qu'aujourd'hui nous disons, en ces temps où nous sommes tous, paraît-il, Charlie, mais il le disait avec modération et crainte. Il s'interrogeait sur est-ce que la liberté ne se définit pas par ses limites ? Question existentielle pour les intellectuels que vous êtes, est-ce qu'on peut concevoir qu'un principe qui par nature et essence est intemporel et universel se définissent par ceux qui le contraint, c'est-à-dire par ceux qui dérogent, voire le nient. Peut-on parler de liberté d'expression si l'on ajoute un mais ou un contrepoint? Faut-il à la liberté d'expression donner des limites qui seraient par exemple que l'expression qui, juste ou fausse, a pour effet d'attiser la haine sociale ou le ressentiment ou d'être une source de désordre n'est plus une liberté d'expression acceptable? C'est cette idée très en cours, chez vous notamment et chez nous par voie de répercussion, que la liberté est certainement une très belle chose, vous l'avez inventée, vous ne doutez pas de l'avoir fait, vous le revendiquez avec l'altissonance qui sied à la France et qui nous va très bien. J'observe que j'étais français il y a 450 ans, donc j'ai des souvenirs. Vous avez inventé la liberté d'expression, mais vous semblez considérer qu'il n'est pas essentiellement faux qu'elle ait des limites.
Et la limite, c'est l'autre. C'est une chose tout à fait inouïe conceptuellement. Je peux dire ce que je pense à condition que je ne vous blesse pas, que je ne vous offense pas, que je ne vous froisse pas dans votre âme, hypothèse, vous en êtes pourvu, dans votre singularité, dans vos appartenances ethniques ou religieuses. Je comprends bien cette nécessité pacificatrice, mais au bout de laquelle, vous comprendrez, la liberté d'expression n'a plus aucun sens. Elle n'est jamais que la liberté de dire ce que l'on pense majoritairement, et à condition que ce qu'on pense majoritairement soit innocent, non nocere, c'est-à-dire ne nuise pas. Je vous dis sans détour que la liberté d'expression, selon moi, mais j'importe peu, ne se conçoit qu'absolue, risques y compris. Elle n'est que si elle est possiblement la source de haine, de désordre, d'affrontement. La sainte patronne de la liberté d'expression, c'est Eris, la déesse de la discorde. Ce n'est pas Eumonia, la pacification sociale. La liberté d'expression n'est pas le ressort du vivre ensemble. Elle est la faculté de penser hautement, c'est-à-dire sans les autres, contre les autres, dans le mépris des autres. Et alors, la modestie de la plaidoirie de Garçon me fait regretter qu'il n'ait pas, certainement il était familier du procès que l'on a fait à Baudelaire pour les Fleurs du Mal en 1856. Et si vous me permettez une rapide parenthèse, dans ce procès des Fleurs du Mal, Baudelaire avait pris la vie de Sainte-Beuve, il avait même tenté de prendre la vie de Victor Hugo, de Flaubert qui venait d'être acquitté cette même année, pour dire comment est-ce que je dois défendre les 13 ou 14 poèmes des Fleurs du Mal qui me valent d'être déférés en jugement. Chacun lui avait donné un avis. Et puis lui, considérant que ses avis ne servaient pas à grand-chose, écrit à Chez d'Estanges, son propre avocat, en disant « Voilà comment il faudrait me défendre ». Après avoir donné l'argument classique, la représentation du vice est une incitation à la vertu, ce qui sera aussi beaucoup dit pour l'œuvre de Sade, en expliquant que la part sombre, la part cataclysmique de son écrit, il fallait le considérer comme ce par quoi, montrant l'horreur de la damnation, il exaltait le bonheur de la rédemption, montrant le vice, donc une fois encore, il incitait à la vertu. Baudelaire écrit à Chez d'Estanges, « Je vous prie de plaider qu'il y a deux morales, la morale pour le génie et la morale pour le polisson. » Au bout de ça, on pourrait théoriser, dans ma vision arbitrairement élitaire du monde, qui est une liberté d'expression pour les êtres supérieurs, et que la parole de tous, c'est-à-dire du commun, soit soumise à des règles strictes. Je pense même, tout en me réjouissant que grâce à votre évolution, la parole soit l'apanage de chacun, que l'esthétique, qui est une considération essentielle de ma vie sensible, commanderait, aussi bien que chacun ait le droit de parler, que beaucoup s'en abstinssent, tout simplement parce que fondamentalement, les hommes n'ont rien à dire. Je me rappelle ce qu'on m'a dit dans le couloir. Tu as un auditoire qui croit en l'avenir, qui croit au progrès, qui croit à la dignité des hommes, lourdement de gauche. Ne tenez pas des propos qui puissent les offenser. D'abord, je vois des regards qui s'assombrissent et je vous cherche des yeux, madame le directeur, enfin madame la directrice sans doute. Où êtes-vous, vous qui êtes la gardienne? Ah, voilà, madame, oui. Nous avons un pacte que nous avons passé avant que je n'entrasse ici. Dès qu'elle a un regard courroucé, je change de sujet. Simplement, à cette distance, madame, je vois la profondeur de votre regard, j'y vois passer de l'intelligence vibrillonnante, je n'y vois pas encore le courroux, mais je n'ai peut-être pas une assez longue habitude de vos yeux. Je continue donc pour vous dire que ça, c'était l'œuvre majeure du marquis de Sade. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du crâne. Parce que le marquis de Sade a laissé un testament en 1806, si ma mémoire est bonne, en souhaitant, c'est très particulier, qu'il n'y ait pas de stèle, pas de sépulture,
qu'il soit enterré sans aucune cérémonie, que de surcroît ne recouvre sa tombe que de l'herbe et des glands, parce que, dit-il, je veux que très vite, la nature prenant le dessus, même la trace de ma mort ne soit plus une trace, comme je souhaite, dit-il dans son testament, que la postérité ne garde aucun souvenir ni de l'homme ni de l'œuvre. Alors là-dessus, les spécialistes de gloser. Est-ce que c'est une coquetterie ultime? Je vous dis que je ne suis rien, ce par quoi je vous affirme que je suis tout, mais pour demain. Je dis que je ne suis rien parce que cette époque ne peut pas me comprendre. J'ai raison, mais trop tôt. Je préfigure l'avenir, j'ensemence la modernité. Je suis l'homme qui adviendra, je suis l'homme nouveau. Je suis peut-être même, dans une vision nietzschéenne, le surhumain, annoncé par Zarathustra. Ou bien est-ce une vraie modestie, ne voulant pas nuire aux siens, à sa famille, sachant le scandale qu'avait été sa vie, sachant le scandale que seraient ses œuvres, celles connues et celles qui le deviendraient, il a voulu, par une sorte d'anonymat, invoquer ce qu'on appellerait aujourd'hui le droit à l'oubli. J'ai été cette fissure dans la conscience des êtres, j'ai été cette démesure, cette hubris antique dans le XVIIIe siècle des Lumières, que l'on oublie ce passage. Mais on ne l'a pas oublié. Parce que, indépendamment de ce que je vous dis des livres, le crâne, quelque temps après, dans le cimetière de Charenton, on redistribue les plates-bandes, si je comprends bien, et on tombe sur le crâne de Sade. Un certain docteur Ramon, nous le savons avec certitude, s'intéresse à ce crâne singulier. Je vous rappelle que nous sommes au début du XIXe siècle, c'est-à-dire le début des sciences sociales et notamment de la phrénologie. Nous ne sommes pas très loin de Gall et de Lombroso et toutes ces théories qui vous sont peut-être familières, qui veulent que l'on peut déduire de la structure du crâne 1000 choses sur ce qu'est l'âme. Au fond, le crâne dit l'homme. Ce n'est pas le crâne amnésien, c'est le crâne comme révélateur d'eux. Et donc ce docteur Ramon prend ce crâne pour pouvoir l'étudier. Et puis il le confie à d'autres docteurs, et ce crâne aussi se balade à l'infini. C'est comme l'Olisbos, mademoiselle. Vous avez donc, dans un Godemiché, le livre majeur, et un crâne nomade qui se retrouvera soudainement un jour, on ne sait pas très bien dans quelle main, mais nous avons des rapports de médecins légistes qui disent qu'au fond, ce crâne est harmonieux, qu'il n'y a rien de singulier et d'urticant dans les lobes, que, je ne connais plus le langage scientifique et technique, il est vain de chercher l'explication de la singularité monstrueuse, dans le sens latin, donner à voir, de Sade, dans sa construction crânienne. Au fond, il a un crâne de petit bourgeois. Là, si vous ne m'aviez pas instruit dans le couloir, j'aurais dit, il a un crâne de petit bourgeois de gauche bien pensant. C'est rien, quoi. Un crâne sans contenu. Et ce crâne, il y en a des moulages. Alors, je vais vous raconter deux histoires. La première, c'est celle-ci. Chez Sex, qui est un immense écrivain suisse, il a écrit notamment L'Ogre, les Confessions du pasteur Bourg, L'Ardent Royaume, a écrit son dernier livre, publié posthumement, Le crâne de Sade. Et ce qu'il y a de singulier, parce que je suis toujours à mon thème de la liberté d'expression, c'est qu'en Suisse, en 2012, on a tenté d'interdire le livre Le crâne de Sade, parce que c'est l'histoire d'un crâne qui se promène et qui, d'étagère en armoire, provoque chez l'habitant du lieu des passions étranges, des excès de chair, des appétits féroces, des pathologies singulières, en tout cas par rapport à une sexualité orthodoxe, qu'il faudrait définir, celle de l'ennui sans doute, ainsi se définit l'orthodoxie. Alors, en Suisse, comme on n'ose pas tout à fait interdire, alors on l'a mis sous scellé, enfin sous plastique, de telle sorte que ceux qui voulaient acheter le parcours du crâne de Sade devaient, encore il y a 2 ans, aller dans une librairie, justifier qu'ils avaient 18 ans, parfois l'apparence suffit,
et puis prend dans un petit sachet en plastique, déchiré, pour arracher à ce voile de pudeur, à cette dernière barrière, un livre qui, à vrai dire, n'est pas de ceux qu'on ne lit que d'une seule main, pour citer Rousseau qui avait emprunté la formule à Madame de Maintenon sauf erreur, mais un livre qui effectivement a des moments de sexualité heureuse et débridée. Donc pour vous dire que même en Suisse, nous avons des censures. Elles ne sont pas politiques les nôtres, elles sont morales. Un lourd passé protestant. Abominable, abominable. Et puis il faut savoir que les protestants n'ont pas le sens de la chair, parce qu'ils n'ont pas le sens du péché. Enfin, s'il y a beaucoup de protestants parmi vous qui me demandent pardon, je sais à peu près de quoi je parle. J'en ai été avant de renier tous les dieux. Mais il est certain que dans la philosophie protestante, l'acte d'amour est principalement procréateur. Si accessoirement un peu de plaisir passe par là, on s'efforce de l'oublier. En tout cas, on ne saurait le commenter. On complète à Dieu en forniquant, mais certainement on lui déplaît en jouissant. Vous comprenez? Alors, dans la philosophie protestante, on ne commente pas l'acte de chair. D'ailleurs, on ne commente rien, parce qu'on considère que la parole est inutile, ou bien elle appuie l'insuffisance de la pensée, ou bien elle le masque, ou la masque. Ainsi, le protestant pratique le silence et donne à croire que c'est de la profondeur. Ainsi sont les protestants, d'où je viens. Vous me permettrez, puisque je suis à Paris, de me venger un peu. Je vous raconter l'histoire de l'Olisbos et du crâne. Maintenant, en 2 mots, l'histoire des parutions, parce que c'est tout à fait important. Je vous ai dit que les 120 journées de Sodome ont été écrites à la Bastille et qu'on ne les retrouvera qu'en 1903 avec Eugène de Rennes, Eugène Bloch, puis avec Apollinaire en 1909, puis avec Maurice Heine en 1936, puis avec l'édition Princeps, qui est celle de Pauvert en 1953, interdite en France. Il a fallu que l'on plaide pour qu'en 1953, pour vous c'était il y a très très longtemps, pour moi c'était la fin de mon adolescence, donc il y a peu de temps encore, on a interdit en France la lecture de Sade. Du temps de Sade ont été connus Aline et Valcourt, qui est un roman un peu autobiographique, avec le grand débat de savoir si un écrivain se met dans son œuvre, et le grand débat qui n'est pas épuisé, s'agissant de Sade, s'il a mis sa vie dans ses œuvres ou ses œuvres dans sa vie, et nous pourrons peut-être y revenir, était connue Juliette, que l'on lisait sous le manteau, était connue encore la philosophie dans le boudoir, mais n'était pas connue les 120 jours de Sodome, ni n'était connue Juliette, l'histoire de la sœur de Justine, et ni n'était connue, si ma mémoire est bonne, le livre majeur qui est le dialogue entre le prêtre et le moribond. Quand tout cela a été connu, on a considéré que c'était un cataclysme littéraire. Annie Lebrun, qui est le commissaire de l'exposition que vous avez au musée d'Orsay, a écrit un livre, bien des années plus tard, Soudain, un bloc d'abîme. Un bloc d'abîme. Pollan parlait de l'évangile du mal. Et comme Pollan était infiniment cultivé, bien sûr, il ne doutait pas que l'évangile connût son étymologie, c'est la bonne nouvelle. De dire de l'œuvre de Sade quelle est la bonne nouvelle du mal, c'est-à-dire que le mal existe. Le mal n'est pas un accident du bien. Le mal est la nature de l'homme. Et il ne faut pas s'en mêler. Laisser courir cette nature-là. Que ceux qui peuvent puissent, que ceux qui ne peuvent pas ne puissent pas. Il y a les maîtres, il y a les esclaves. Pour être plus marxiste, pour ne pas vous froisser, il y a les dominants et les dominés. Mais ce n'est pas une histoire de capital. Ce n'est pas mélanchonien, ce que je vous dis. Il y a les dominants et les dominés parce que nos plasticités neuronales ne sont pas les mêmes. Certaines sont foisonnantes, d'autres sont arides. Notez qu'à cet égard, j'ai eu un jour un moment de modestie, je parlais à des neurochirurgiens à qui je devais poser des questions de Candide, et à un d'entre eux, je lui dis, si vous aviez le cerveau de Mozart,
c'est mon surnom à Genève, si vous aviez le cerveau de Musard et si vous aviez le mien, est-ce que vous voyez la différence entre Mozart et moi? Et ce neurochirurgien de dire pas du tout. Vous avez le même cerveau que Mozart. Quelque chose de très agréable m'envahit. Quand un autre neurochirurgien me dit « Mais gardez à l'esprit qu'entre votre cerveau et celui de Mozart et celui d'un singe, la différence est de 0,0000002%. » Et ainsi ai-je appris l'autre jour, enfin ce jour-là, qu'entre l'homme que l'on admire, l'homme supérieur qui me plaît d'évoquer, en ne me rangeant assurément pas dans ses cohortes, et l'homme que l'on méprise, qu'il ne faudrait jamais mépriser puisque c'est une créature du bon Dieu. Mais si entre Mozart et moi, il y a le même cerveau, mais entre un hominidien ou un singe supérieur, la différence est infinitésimale, je dis que la tragédie de l'homme, c'est tout autour de rien. Et que cela devrait nous conduire à une pensée philosophique d'humilité. J'en reviens maintenant à ce bloc d'abîme, l'œuvre de Sade. Il y a un premier fondateur du mythe. Je vous l'ai dit, c'est Apollinaire. Guillaume Apollinaire, c'est la Revue Blanche, c'est le découvreur de l'art nègre, à l'époque on l'appelait ainsi, de l'art japonais, il promeut Picabia, Bonnard, il est à l'avant-garde de toutes les avant-gardes, et il considère que Sade, dont il vient de découvrir l'œuvre, est le fondateur de toute notre modernité. Et il va énoncer de manière diverse les vertus et les raisons de notre dette. Sade était abolitionniste. Bien avant ce qu'écrira Hugo, je vous rappelle que peu parmi les philosophes, les intellectuels des Lumières, étaient abolitionnistes. Même l'immense Voltaire regrettait la peine de mort, jugeait qu'elle était inacceptable lorsqu'il s'agissait de superstition, parce que c'est la superstition qui déshonore les hommes et qu'il ne faut donc pas ajouter au châtiment de ce déshonneur celui de la vie perdue. Hugo écrira les premières pages essentielles contre la peine de mort, mais Sade était abolitionniste. Dans une parenthèse ou un chapitre de la philosophie dans le boudoir, il y a une lettre célèbre, Français, encore un effort si vous voulez vraiment être républicain, et vous avez là-dedans une condamnation sans réserve de la peine de mort. Inutile dans son exemplarité, infondée dans son essence, mais légère contradiction. En même temps que Sade est abolitionniste et est le premier à discourir sur la nécessité d'abolir ce châtiment suprême, il fait l'éloge de Marat, il fait l'éloge de Lepelletier, et dans ce même discours, encore un effort français si vous voulez être républicain, il se réjouira de la mort de Charlotte Corday, et il se réjouira de la mort de Louis XVI et de la mort ignominieuse de Marie-Antoinette. Donc vous voyez, une légère ambiguïté. Sur le principe, il dit que la peine de mort est inacceptable, peut-être parce qu'il la craint. Sur le principe toujours, il dit sa totale inutilité sociologique ou sociale, mais il déroge lorsque des morts, lorsque des décapitations seraient justes. C'est comme le discours que je vous disais tout à l'heure sur la liberté. La liberté, bien sûr, sauf que elle doit avoir un contrepoint et des limites. Donc Sade, abolitionniste. Sade, encyclopédiste. Nous savons que Sade était un grand lecteur. Comme nous avons les lettres de Sade à sa femme, mais à d'autres encore, il lui demandait souvent de lui apporter des livres, ce qui, par un régime particulier, lui était consenti, notamment à la Bastille et à Charenton. Et nous savons que Sade était un grand lecteur de Bayle, de Locke, de Voltaire, de Rousseau, qu'étonnamment il admirait, de Restif de la Bretonne aussi. Il connaissait les Grecs, il connaissait les Latins, il connaissait Sénèque, il avait eu une éducation intellectuelle de prince, comme il convenait dans ses familles, ou dans ses familles les choses étaient possibles. C'est un intellectuel. Est-ce que c'est un encyclopédiste? Oui, dans la mesure où il veut concourir
à l'énoncé exhaustif du savoir humain en énonçant les perversions possibles du corps. Le corps a un langage. Aujourd'hui, cela vous paraît une évidence. Le corps aurait même une intelligence. Aujourd'hui, paraît-il, c'est très couru. Parce que constatant, enfin, peu importe, mais l'intelligence étant peu répandue, les dieux étant à cet égard avaricieux, on s'est mis dans vos contrées égalitaires à dire, bon, l'intelligence, il y a l'intelligence du cœur. Et puis on s'est dit, mais il y a l'intelligence du corps. Et je crois que l'on théorise même l'intelligence de l'inintelligence, comme ça, vous ne laissez personne au bord du chemin, et Dieu que l'égalité y trouve son compte. Mais, dans le couloir, on m'a dit non dans le couloir. Et donc je vous assure que désormais je m'assagis sur ces idéaux contemporains qui n'ont pas mon adhésion première, vous l'aurez compris. Mais revenons à ça d'encyclopédiste. Un travail incroyable. Il précède Krafft Ebing. Krafft Ebing, c'est le premier qui a fait le dictionnaire des pathologies sexuelles. Si vous feuilletez Krafft Ebing, qui serait peut-être l'ancêtre du DSM-4, du DSM-5, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent parfois à la psychanalyse, à nos névroses, Krafft Ebing ne peut pas ne pas s'être inspiré de Sade. Mais ensuite arrive Freud. Freud, on a pu soutenir qu'en tout point, les 120 jours de Sodome préfigurent l'œuvre de Freud. Je vais vous donner 2 exemples, mais avant que vous les donniez, j'aimerais que celles d'entre vous, mesdemoiselles, qui sortent à peine du couvent des oiseaux, celles qui sont rosières, celles de vous, mesdames, qui êtes chaisières, quittez peut-être la salle et vos bancs vides diront votre vertu. Parce que je suis obligé d'être un peu cru, non pas par goût. Je préfère quant à moi la périphrase. Je dis quant à moi, il faut pédiquer, mais ça dit que l'on encule. Je dis quant à moi, irrume-moi. Ça dit, je te fous la bouche. Et donc, proche de mon sujet, je ne trahis pas le vocabulaire. Et notez que cette crudité de ton fait que probablement les livres de Sade ne sont pas des livres érotiques. Ils sont des livres de sexe et de mort. L'érotisme, enfin, peu importe. C'est volontiers l'année prochaine, si vous voulez, que je viens ici vous dire ce qu'est l'érotisme, vu par un homme de l'ancien temps. Et ma certitude que vous en ignorez tout, vous qui considérez que l'amour est d'abord de la physiologie, alors que je pense fondamentalement que l'amour est d'abord un acte d'esprit. Et que même l'étreinte n'a de grandeur parce que la parole et la pensée s'en mêlent. Réduit à ce que vous en faites, vous qui êtes des authentiques, qui faites du sport peut-être, qui faites même peut-être ça en plein air. Vous comprenez, mademoiselle, vous qui êtes blonde et qui me souriez, la différence que ma génération faisait entre l'érotisme, qui est le fait du boudoir, et le sexe, qui est une sorte d'activité subalterne qui demande un peu de dépenses psychiques, qui est une grande fatigue, une grande répétition, qui nous laisse tous désarmés et amers. Théorie de Sade, ce qui importe, c'est le désir, pas son assouvissement. Sainte Thérèse d'Avila, combien de pleurs sur des prières exaucées. Et laissez-moi, si ce n'est pas trop tard, puisque vous êtes à l'orée d'une vie charnelle, vous faire préférer le désir à son assouvissement. Il n'y a de complétude que dans le manque. C'est lacanien, cela devrait vous faire plaisir. Et gardez à l'esprit que l'acte de chair est un acte de prédation et non pas de dévotion, dans la théorie sadienne. Alors Freud s'en empare, j'en reviens à ce que Freud fait de l'œuvre de Sade. Il y a 2 choses que je dois vous raconter, mais je vais le faire avec pudeur. La première, c'est dans la philosophie dans le boudoir. La fille de Madame de Mistival inocule la vérole, je cite, dans le con et dans le cul de sa mère. Après quoi, elle coud ces 2 orifices avec une délicatesse de dentelière.
arrive Freud. Voilà qui symbolise l'interdit de l'inceste et la haine de la mère. Donc nous avons dans ce travail de couture une sorte de complexe, non pas d'Oedipe, mais de Jocaste. C'est du plus haut intérêt. Mais je vous assure, je ne sais pas si vous êtes de tendance freudienne, mais changez de lecture, faites autre chose. Mais un autre exemple, la sodomie. Je vous regarde, madame. Soyez certain qu'en parlant de sodomie, désormais, je ne vous quitterai pas des yeux, parce que la sodomie, comme vous savez, si vous avez lu un peu Sade, on y sodomise beaucoup, même principalement. Alors on peut dire c'est le chemin détourné des plaisirs, c'est la porte étroite, c'est l'asile interdit de la luxure. Lui, il encule. Vient Freud. C'est ce par quoi il nie la différence des sexes. Réfléchissez, mesdames. Et tenez compte de mon observation dans vos prières de ce soir. L'homme qui sodomise est l'homme qui vous hisse au rang de l'homme. De faire le choix de cette voie-là, c'est une nouvelle théorie du genre. Si on vous prend frontalement, c'est purement culturel. À vrai dire, l'agrément, c'est de vous voir comme totalement l'autre, mais semblable à nous-mêmes. Vous vous souvenez de Platon, Aristophane, le deuxième discours sur l'amour? Nous avions 4 jambes, 4 bras, nous avons eu l'orgueil, l'orgueil ne plaît pas aux dieux, ils nous ont châtiés, ils nous ont coupés en deux. Depuis lors, nous cherchons notre autre semblable, notre moitié, notre autre nous-mêmes. Et à vrai dire, l'homme cherche chez la femme l'homme. Et la femme, qui est un abîme, voit bien que lorsqu'on honore l'homme en elle, on hisse et on exauce la femme. Donc je vous prie de considérer désormais, en vous fondant et sur Sade et sur Freud, que cet acte singulier a une portée philosophique. Et vous, qui êtes très soucieuse de l'égalité des sexes, faites en sorte qu'en toutes circonstances, votre sexe soit traité comme celui des hommes. Si vous êtes vraiment féministe, en amour, offrez vos croupes. Ça va toujours, madame? Alors, nous avons dit Freud, l'athéisme de Sade. Beaucoup d'athées se revendiquent de Sade. Je vous disais, philosophiquement, il disait ni Dieu ni maître. Il considérait que c'est justement, en tout cas pour moi, que Dieu est l'invention des hommes qui ont peur. Un jour, les hommes, inconsolables de leur finitude, se sont mis à inventer les dieux. Et nous avons à nous réjouir de la diversité, de la grâce de notre invention. Parce que lorsque les dieux se sont mis à faire les hommes, je trouve que leur création est plus modeste. Notre imaginaire a fait mieux que Dieu créateur. Quand l'homme crée, plutôt que d'être créature, Dieu que les dieux sont peuplés et les cieux sont heureux. Sade considérait donc que l'homme qui a peur invente Dieu. C'est un des grands thèmes de l'athéisme. Mais là aussi, on peut être nuancé. La haine qu'il réserve à Dieu peut être soutenue comme une reconnaissance. Voyez-vous, le déiste, l'agnostique, dans son doute, nie. L'athée, dans sa négation, affirme. Comment combattre perpétuellement ce non-être, si le néant est la mesure de toute chose? Pourquoi, à longueur de page, m'en prendre à Dieu, qui est le néant, mais qui est la mesure inutile de toute chose?
Et donc sans doute Sade, en empruntant beaucoup à Helvétius, en empruntant beaucoup à D'Holbach, à la Métrie, les grands athées du XVIIIe siècle. Alors c'est assez amusant du point de vue du droit d'auteur, quand on connaît un peu ces livres-là, Sade recopie, il n'y a pas de guillemets. Hein. Mais ça se trouve beaucoup en littérature. Il y a des paragraphes entiers de Sade qui sont d'Helvétius, de l'esprit d'Helvétius. Il y a peut-être même, si la chronologie est possible, des moments de l'abbé Meslier, qui était un grand athée, un grand... la fureur contre les dieux. Donc je vous ai dit, Sade, fondateur de la psychanalyse, Sade, encyclopédiste, Sade, à certains égards, en appui des rangs qui deviennent de plus en plus nombreux, qui considèrent que Dieu est une imposture, et qui le dit. Maintenant, je vais vous raconter d'autres histoires pour que vous compreniez que Sade a mis un peu de sa vie dans ses œuvres, et à mon sens, beaucoup de ses œuvres dans sa vie. Je vous ai dit qu'il a fait 26 ans de prison. Voulez-vous que je vous raconte les affaires réelles? Brièvement. La première est de 1762. C'est les misères qu'il fait à une faiseuse d'éventail. Il la trouve dans la rue, il la conduit dans sa garçonnière, il lui fait subir ce qu'il est convenu de dire les derniers outrages. Bien sûr, il la sodomise. Bien sûr, il lui fait de manière répétitive l'amour, car cet homme-là avait une énergie hors du commun. Et il s'y reprenait à plusieurs fois, même lorsqu'on ne murmurait pas bis. Il se trouve que, après avoir fait tout cela, il commet le sacrilège. Il demande à cette jeune éventeuse de déféquer sur un crucifix. Elle s'exécute. Après quoi, il la sodomise, précédant son vie de quelques des hosties réceptrices. Alors il faut savoir qu'au XVIIIe, période des Lumières, la sodomie était un crime, toléré chez les puissants, châtié lourdement chez les manants et les gueux. Parce que chez les puissants, la sodomie est un raffinement. Chez les gueux, c'est un acte pour rien. C'est comme l'onanisme. Les interdits religieux ont leur raison purement de politique générale. Il faut faire des petites têtes, il faut faire des combattants pour la nation. Si les Hébreux ont les premiers considéré que le péché donnant était un péché, c'est pas tout simplement parce qu'ils considéraient que la femme doit participer à nos joies. C'est toute cette semence perdue. Il n'y avait pas des guerriers pour les Habirous. Et les chrétiens, dans la même continuité, ont banni des pratiques sexuelles. Ensuite, c'est devenu de la morale. Mais des pratiques sexuelles ont été bannies et châtiées uniquement parce qu'elles ne fécondaient pas la terre. Je veux dire par là, oui, elles fécondaient la terre, mais pas la nation. Et donc, quand Sade sodomise cette petite faiseuse d'éventail, jusque-là ça va, si un marquis ne peut plus sodomiser une pauvresse, mais lorsqu'il la fait conchier, c'est ainsi que ça s'exprime, sur un crucifix, et la pénètre se faisant précéder par quelques hosties, là il est dans le blasphème. Parlons de l'actualité. Au XVIIIe siècle, le blasphème était un crime puni de mort. Et lorsque notre modernité aérée et libérée glose, commente, s'indigne, elle a mille fois raison de s'indigner, puisque dans notre axiologie, la liberté prend le dessus sur le respect de la croyance d'autrui. Mais ayant un peu d'histoire à l'esprit, il y a 200 ans, le blasphème était un crime. Donc, dans cette première affaire, Sade commet un double crime. La sodomie, pardonnable chez les ducs et chez les princes,
et chez les marquis. Mais l'impiété du crucifix sur lequel on s'abandonne. La petite s'enfuit, dépose plainte, Madame de Montreuil intervient, quelques témoins sont achetés, quelques juges sont récompensés, ainsi allait la justice d'antan, et Sade n'est pas inquiété. Vient la deuxième affaire, Rose Keller. Elle est une mendiante. Alors le même sort, il la drague, il l'amène avec son valet Latour, je ne suis pas sûr que ce fut celui-là, mais il l'amène avec son valet dans sa garçonnière. Et là, outre les outrages dont je ne vais pas vous refaire la description, il pratique des incisions. Après avoir pratiqué des incisions, il coule de la cire chaude dans les incisions. J'ai à cet égard peu de pratique, mais il paraît que c'est très très douloureux. Rose Keller, qui n'est pas une algolagnique, là je vois votre désarroi, je vais immédiatement vous expliquer. Sadomasochiste, ça, c'est comme ça qu'on s'exprime depuis le 19e, parce que Sade, bien sûr, mais Masoche, elle a Vénus à la fourrure. Mais gardez à l'esprit que le mélange, ou l'étroit entrelac de la douleur et du plaisir, c'est une histoire très ancienne. C'est depuis le moment où les Néandertaliens ont imaginé l'amour. Depuis que l'on a conçu que l'étreinte n'est pas une fusion, mais une lutte. Que l'acte d'amour est une mise à mort symbolique, mais est une mise à mort, puisque je m'approprie l'autre. L'acte d'amour, c'est ce par quoi vous volez l'étincelle. Alors l'algolagnie, étymologie grecque, c'est le plaisir et la souffrance. Et donc on a soutenu que Sade était algolagnique, c'est-à-dire qu'il aimait infliger la souffrance, mais qu'il souffrait d'infliger la souffrance et que c'est la souffrance qu'il vivait qui était son plaisir. C'est un peu complexe, mais pour Freud, c'est rien. Donc au fond, mon plaisir est dans la souffrance que j'éprouve en infligeant la souffrance. Ce sont des parcours linéaires. Alors donc, brûlure dans les incisions. Plus tard, au moment de son procès, qui sera aussi arrangé comme tous les autres, il dira pas du tout qu'effectivement, il avait donné quelques incisions, tout ça pour stimuler l'essence, et que la cire qu'il y avait mise n'était qu'un baume destiné à atténuer la douleur de la malheureuse égratignée ou scalpée. Ensuite vient l'affaire de Marseille, qui est la plus connue. Je ne vous les raconterai pas toutes, mais j'aime beaucoup l'affaire de Marseille. Parce que ça a valu à Sade une condamnation à mort, par contumace. Puis, à l'occasion d'une révision, il sera simplement blâmé. Vous voyez, ainsi va la justice. Il est condamné. Alors, l'affaire de Marseille, il est avec son valet Latour. Sauf erreur, monsieur, vous êtes un descendant du marquis de Sade. Vous aussi. Vous peut-être. Vous êtes les 3 derniers de Sade. Mais vous êtes descendant par Madeleine Laure, directement. Oh, mais est-ce que je pourrais tout à l'heure vous étreindre? Vous aurez remarqué que je ne dis que du bien de votre grand ancêtre. Bon. Alors, l'affaire de Marseille, n'écoutez pas si vous ne la connaissiez pas. Il drague quelques cocottes. Là aussi, la palette très vaste de ses désirs. Mais je ne sais pas si vous connaissez un coléoptère méditerranéen qui s'appelle la cantharide. Alors, parmi les vertus de la cantharide, il y a ce qu'on appelle des vertus carminatives. Je vois que vous me suivez à peine, ça fait péter. Il se trouve que Sade, votre arrière-grand-père, était un amant extraordinaire et était aussi un amant olfactif. Et il considérait indispensable au moment de l'étreinte qu'elle requit tous les sens. Les cris pour l'ouïe, le toucher bien sûr. Que fait-on de l'odorat, qui est aussi notre palais? Je donne la réponse à vous qui êtes avides de sensations et d'expériences nouvelles. Des bonbons à l'anis.
Alors, ça donne des bonbons à l'anis à ces 4 cocottes marseillaises. Il se trompe un peu dans la posologie, il en donne un peu trop. Certaines ensuite se plaignent d'avoir été empoisonnées, vont se plaindre en disant « j'étais empoisonné ». Et on cherche querelle à Sade, uniquement parce qu'il est l'immense figure. Parce qu'à vrai dire, d'empoisonner des cocottes marseillaises, en ce temps-là, c'était indifférent. Aujourd'hui, même si elles sont lilloises, ça pose un problème au Carlton. Mais de son temps-là, c'était indifférent. On poursuit Sade. Il s'enfuit avec sa belle-sœur, Chanoinesse. Il fait un merveilleux voyage d'Italie, dont il nous laissera le récit, accompagné d'un dessinateur tierce, si ma mémoire est bonne. J'ai un peu tout cela dans une maison que j'ai à Beaunieu, en face du château de Lacoste. Ah oui, c'est ma 2e et 3e rencontre avec Sade. Parenthèse dans la parenthèse. Certains d'entre vous sont venus à Beaunieu. À Beaunieu, c'est en face du château de Lacoste. Cardin a refait et qu'il met en scène de manière dramatique. Mais les soirs de pleine lune, quand nous allons nous coucher, et si nous avons l'oreille fine et mozartienne, on entend, venant de votre château, mes amis, des ululements, des cris étouffés. On pense d'abord que ce sont des chouettes. Et tout d'un coup, cela ressemble à des hurlements de plaisir et de douleur. Vient encore, pour qui s'est écouté, de votre château qui n'est plus dans votre famille à la suite d'un malentendu, faites des affaires, rachetez-le. Il n'y a aucune raison que ce château appartienne à des bourgeois, il n'y a aucune raison. Mais ce château, promenez-vous alentour. Bertrand Perrier, notamment, y est venu, Antoine V, venez-y quand vous voulez, pour le plaisir de voir le château de Sade, mais surtout pour vivre le soir le hurlement de douleur, algolagnique. Et vous apprendrez à distinguer la part de plaisir dans la douleur et la part de douleur du plaisir. Et ensuite, dans vos étreintes ordinaires, vous serez infiniment plus pénétrant, enfin, si j'ose. Vous serez plus habile quand vous aborderez vos femmes comme des funestes rives, avec stupéfaction, admiration et incompréhension. Quand après vous avoir dit les banalités d'usage, à savoir qu'elle n'a jamais vécu ça et que vous êtes le meilleur, vous l'entendrez dire quelque chose qui ressemble à un cri, vous direz, mais ce cri-là, qui vient assurément de l'âme, est-ce de la douleur? Est-ce du plaisir? Et vous penserez à ce propos de Sade, il n'y a de jouissance que dans le mal que l'on fait à l'autre. Repris par Baudelaire, il n'y a de volupté que dans la nécessité de faire le mal. Arrêtez, je vous adjure, de considérer que de faire le bien, c'est bien. Vous avez des têtes de bisounours. Vous pensez que celui qui vous côtoie mérite l'estime et l'attention. Donnez libre cours à vos instincts prédateurs. L'homme est grand dans la destruction. Je regarde le couloir, c'est ma statue du commandeur, le couloir. Je regarde le couloir. Bon, alors tout ça pour vous expliquer. On a dit, Sade, encyclopédie, Sade athée, Sade révolutionnaire, on peut en débattre. Ce n'est pas les cris qu'il poussait à la Bastille, mais effectivement, par la suite, il a fait l'éloge de Marat, il a fait l'éloge de Lepelletier, il a même fait partie de la section des piques avec Robespierre. N'empêche que la Révolution, on l'enverra de nouveau en prison, parce qu'on le soupçonnait d'être un royaliste masqué. Sade, fondateur de la psychanalyse. Sade, émancipateur de l'homme. La revendication sadienne, c'est que l'homme doit être libre et que cette liberté n'a pas de limite. Mais de revendiquer la liberté
et dire l'homme doit être libre, ontologiquement, philosophiquement libre. Cela rappelle à votre jeunesse infiniment cultivée Voltaire, que l'on amène au Panthéon en 1791, et sur le catafalque, cette inscription majeure, il défendit Calas, il défendit le Chevalier de la Barre et Montbailly, il lutta contre l'athéisme et contre la superstition, et ensuite vient la dernière phrase, et il a appris à l'homme qu'il doit être libre. Message majeur, enseignement qui vous paraît aujourd'hui d'une totale évidence. Mais passez en revue l'histoire des hommes. Tous ont prétendu aspirer à la liberté. Et presque tous ont fait le choix de la servitude. Cette fameuse servitude volontaire de la Boétie. Quand ce n'est pas Dieu, c'est une idéologie. Quand ce ne sont pas le déterminisme des astres ou des plaques minéralogiques, c'est le cœur de l'autre. C'est ces rencontres aléatoires qui font les grandes histoires d'amour, donc les histoires de grande dépendance. L'amour, c'est l'histoire d'une aliénation. Apprendre à l'homme qu'il doit être libre, dit Voltaire. Seul moi, dit Sade. C'est une philosophie. Aux antipodes de celle qui règne et nous oppresse. Mais peut-être nous ne sommes pas faits pour la liberté. Peut-être nous sommes faits pour le discours sur la liberté. Mais regardez, tous les hommes revendiquent la liberté. Que s'empressent-ils de faire? Le choix de nouveaux esclavages. Voulez-vous que je vous parle de l'Orient ou du Moyen-Orient ou de l'au-delà de la Méditerranée? Des printemps qui sont devenus des ères glaciaires. Lorsqu'on a troqué Ali contre Allah, et une lecture littérale des grands textes. Quand les hommes ont cessé de croire en Dieu, ils sont devenus communistes. Et ils font Sciences Po, enfin des choses inouïes. Tout ça pour dire que l'homme n'est pas fait pour la liberté. Et c'est parce qu'il n'est pas fait pour la liberté qu'il doit perpétuellement la revendiquer. Nous sommes encore dans la théorie sadienne du désir, de l'affirmation, de la revendication, mais surtout pas la satisfaction du désir. Il en va ainsi même de la liberté. Parce qu'il y a, après la cueillison d'un rêve, toujours de l'amertume au cœur de qui l'a cueilli. Féminisme enfin. Je dis enfin parce que je vois l'heure. Simone de Beauvoir a écrit un livre, Faut-il brûler Sade? Je ne suis pas convaincu de connaître parfaitement l'œuvre des féministes. J'imagine des femmes aux couches désertées, déversant dans des écrits polémiques leur aigreur de vivre, des théoriciennes de l'égalité, c'est-à-dire exactement ce par quoi on dégrade la femme, qu'il faudrait, je lisais hier soir à Assas, et je me répète parce que c'est un message dont j'aimerais tellement qu'il portât, quand vous étiez au ciel, l'objet de notre imaginaire, de nos convoitises à jamais insatisfaites, lorsque nous pouvions vous imaginer. Dieu, que la femme était belle! Elle décide de s'incarner. Elle n'est plus mère ou sainte, ni sorcière, ni putain. Elle vient des enfers et descend des cieux. Elle est sur terre. Elle nous encombre. Et puis, folle, vous avez eu l'ambition de nous ressembler. Vous vous êtes dégradé. D'être complexe, merveilleusement poétique que vous étiez, vous êtes devenu explicite. On lit désormais en vous comme dans un livre qui a peu de pages. Et surtout des pages blanches. Alors Sade, le premier des féministes, oui,
Parce qu'il a inventé 2 personnages féminins. Justine, vertueuse, qui a tous les malheurs du monde. Elle est croyante, elle est morale, elle est pudique, elle est retenue. Elle a toutes les valeurs vénusiennes, pour ne pas dire vénériennes. Et il ne lui arrive que des malheurs. Les malheurs de Justine. Et Juliette, sa sœur, un vrai mec, qui assume la cruauté de la domination et dont Apollinaire disait qu'elle s'arrache à l'humanité ordinaire à coups d'aile, que c'est la femme nouvelle qui révolutionnera l'univers. Juliette est la préfiguration de la femme moderne. Elle assume son corps, elle le croit libre, elle se sait prédatrice et dominatrice. Elle ne se contente pas de régner sur nos sens et sur nos cœurs et sur nos vies et sur nos patrimoines. Elle se mêle même de régner sur nos esprits. Nous étions des hommes, nous sommes des esprits serfs. Un de mes amis, que vous devez détester, Éric Zemmour, a admirablement théorisé que le dernier des totalitarismes, c'est la femme. Nous n'avons plus de fascisme, nous n'avons plus de religion catholique lourde. Enfin, les Mohamédans ont encore un peu de problème avec la lecture littérale d'admirables sourates. Mais sous nos latitudes, nous ne sommes plus oppressés par rien. Il n'y a plus de communistes, il y a peu de fascistes, il y a, paraît-il, des syndicats, et je dois songer à cela pour finir à l'heure juste. Oui, parce qu'on m'a dit une chose tout à fait étrange. C'est-à-dire, nous, on aurait du bonheur à vous entendre, dit-il flatteur. Mais la CGT veille. Et à un certain moment, on va éteindre les lumières. C'est-à-dire que la CGT est mon crépuscule. Il faut que je vienne à Paris pour vivre frontalement la gauche. Dis-moi, jeune homme, la CGT fait perdre d'autres choses encore. Elle éteint la lumière, elle n'émascule pas. Bon, alors j'en reviens à Sade, le premier des féministes, parce qu'il restitue la femme à son autonomie et à sa liberté. Elle n'est plus la compagne de l'homme, elle n'est plus l'auxiliaire de l'homme, elle n'est plus notre côte. Vous êtes notre corps et notre esprit. Et finalement, dominatrice que vous êtes par nature, et que vous avez faim de ne pas être pour notre plus grand confort, vous vous révélez dans votre nudité accablante. Nous sommes des morts vivants. Parce que, madame, votre aurore, c'est notre nuit. Vos lumières, c'est notre ténèbre. Depuis que la femme se mêle de pensée, de tout temps, mais qu'elle a le mauvais goût de le dire, je vous assure que les hommes de ma génération sont en deuil. Et Sade est le premier des fauteurs de ce grand trouble. La femme à venir révolutionnera l'univers, parce qu'elle ira jusqu'à la démesure de toute chose, et même le néant, dont nous savons qu'il est le principe premier, même le néant, elle saura l'habiter. Alors à vous, madame la directrice, à vous, jeune fille, bienvenue dans le rien. Merci. Merci. Merci.
J'aimerais, puisque Canal+ s'intéresse à vous, et comme la caméra balaye large un peu à moi, j'aimerais avoir à mes côtés les 3 descendants du marquis. Regardez, ils existent. Voilà, un descendant du marquis. Où sont les autres descendants? Venez. Vous voyez comment on est lorsqu'on est de noble extras. Il y a la lore de Pétrarque dans leur gène. Ils sont seigneurs de Somanes, de Lacoste et de Mazan. Ils ont été élevés par les Condés. Dites-leur bonjour. Merci, au revoir. À bientôt, amis. Vous savez, l'histoire retiendra qu'en ce 19 février 2015, en ce lieu singulier de Sciences Po, l'aristocratie a rencontré les gueux et que ça a été chaleureux. Un monde révolu, un monde qui vient. Je me réjouis de partir. Mmh.